Comme chaque année, le mois d'octobre est l'occasion de nous sensibiliser au cancer du sein. C'est le cancer le plus observé chez les femmes. Cette année, à nouveau, nous consacrons avec l'Institut Bergonié 4 émissions tout au long du mois. Nous allons parler de chimiothérapie, de mastectomie, de l'accompagnement médical, psychologique, social. Et nous commençons avec ce que nous sommes nombreux à avoir envie de découvrir, les innovations dans les traitements. Je suis ravie d'accueillir Valériane Monniot. Vous êtes ce que l'on appelle à Bergonié une patiente partenaire, c'est-à-dire que vous avez vous-même souffert d'un cancer du sein et aujourd'hui vous accompagnez des patientes. Docteur Monica Arnedos, bonjour. Vous êtes oncologue à l'Institut, spécialiste dans le cancer du sein et vous avez exercé dans plusieurs grandes villes européennes. Et puis docteur Léonie Alran, bonsoir. Vous êtes anatomopathologiste, j'ai réussi à le dire du premier coup, vous voyez finalement, un métier que l'on connaît moins. Pourtant, c'est vous qui diagnostiquez ce cancer. Expliquez-nous votre rôle. Alors nous, les médecins anatomopathologistes ou anapathes dans le jargon, c'est vrai qu'on fait une spécialité de l'ombre. On ne voit pas de patients, on travaille dans notre laboratoire, mais les patients sont bien notre préoccupation première au quotidien. Donc on reçoit toutes les biopsies et toutes les pièces opératoires qui sont retirées par les chirurgiens. Il y a d'abord un travail de macroscopie, c'est-à-dire qu'on analyse les pièces opératoires à l'œil. C'est pendant cette étape qu'on va choisir les zones d'intérêt qui seront ensuite analysées au microscope. Avant cette étape au microscope, il y a un travail technique très important qui est confié aux techniciens d'Anapat. C'est eux qui vont transformer le tissu en lame de verre analysable au microscope. Et c'est ensuite, donc, grâce à cette lame de verre qu'on place sous notre microscope, qu'on va pouvoir faire le diagnostic de cancer ou d'autres lésions, parce que toutes les lésions mammaires ne sont pas des cancers. Et en effet, on voit la cellule sous notre microscope et on peut dire si c'est un cancer ou si ça n'en est pas un. Et lorsque ça en est un, on essaie de dresser le portrait le plus fiable possible du cancer. Alors c'est un petit peu là aussi qu'intervient justement l'innovation, c'est-à-dire qu'avec l'expérience, vous êtes de plus en plus précis. C'est ça. On analyse des marqueurs. Les cellules, elles expriment à leur surface des marqueurs qu'on va analyser. Et on analyse de plus en plus et de manière de plus en plus précise pour savoir à quoi les patientes vont être sensibles comme traitement afin ensuite de pouvoir faire un compte-rendu le plus précis possible pour nos collègues oncologues. C'est-à-dire que dès l'analyse de cette biopsie, vous pouvez déjà avoir une idée du traitement qui sera adapté. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Et je crois savoir qu'il y a pas un cancer, mais des cancers. Oui, c'est ça. Dans le sein, comme dans tous les organes, c'est pas un seul cancer. Il y a plusieurs cancers différents. Certains sont plus fréquents que d'autres. Et voilà, selon nos résultats, la thérapeutique va pouvoir en découler. Alors, je crois que vous appelez ça la carte d'identité, docteur. À quoi, justement, cette précision vous permet d'adapter, comment, en tout cas, vous permet d'adapter votre traitement? Donc en fait, cette carte d'identité, c'est un descriptif anatomopathologique d'abord avec les informations qu'il nous donne et nous aussi on rajoute des informations cliniques, des choses importantes comme l'âge de la patiente et comme c'était par exemple donc, la taille clinique de la tumeur, s'il avait des ganglions ou pas, etc. Et ça nous permet un peu d'essayer de cibler un peu mieux, de voir les caractéristiques, essayer d'anticiper le traitement qui peut être un peu plus adapté, qui peut être bon fonctionner pour cette tumeur et surtout de ne pas choisir des traitements qu'on sait que parce que cette tumeur n'a pas certaines caractéristiques, on sait que ces traitements ne vont pas marcher du tout. Donc en fait, c'est là on ne va pas les administrer. Donc déjà, c'est grâce à l'effort des anatomopathologistes et cette confiance qu'on a envers eux qu'on choisit déjà la meilleure façon d'attaquer cette tumeur, non seulement avec des traitements que nous on administre comme oncologue médical, mais aussi pour choisir c'est lesquelles la prise en charge plus adaptée. Est-ce qu'il faut commencer par la chirurgie d'abord quand la tumeur est localisée? Est-ce qu'il faut d'abord commencer un traitement qui va attaquer la tumeur
parce qu'on a plus de chances qu'après on puisse faire une chirurgie plus correcte, etc. Et là, vous ressentez qu'il y a véritablement des avancées ces dernières années sur cette précision de diagnostic? En fait, on arrive à cibler un peu plus des différents groupes, des différentes subcatégories de tumeurs. Avant, donc, simplement, on les faisait en 3 caractéristiques en fonction des grandes lignes. Mais on arrive de plus en plus, pour certains de ces tumeurs, de trouver des petites caractéristiques qui appartiennent et que peut nous prédire peut-être la chimiothérapie, c'est moins bien pour ces tumeurs parce qu'ils sont un peu moins sensibles. Pour ces tumeurs, on peut avoir la possibilité, par exemple, de rajouter d'autres traitements comme des immunothérapies, etc. Donc pour cela, on a besoin de marqueurs et de plus en plus, on découvre des marqueurs qui nous aident à choisir ou essayer d'être un peu plus précises avec les traitements. Ça change véritablement ça justement dans le traitement. On parle de choses extrêmement précises, mais en fait, ça a un réel impact. En fait, je ne peux pas décider de choisir un traitement sans avoir un rapport de l'anapathe. S'il me dit cancer du sein, ça ne me sert pas suffisamment. Je dois attendre qu'il me donne les caractéristiques pour pouvoir décider la meilleure façon de l'attaquer. Valériane Monniot, je suis ravie de vous accueillir à nouveau cette année. Vous étiez déjà sur ce plateau d'Octobre Rose l'an dernier. Vous démarriez tout juste votre expérience de patiente partenaire. Alors, rappelez-nous ce rôle. C'est aussi une innovation, puisque je le disais, donc ça fait juste 1 an que ce poste a été ouvert, que vous avez démarré. Quel est votre rôle? Comment est-ce que vous accompagnez aujourd'hui les patientes qui arrivent à Bergonié? En fait, oui, voilà, j'ai intégré l'Institut Bergonié, ça fait tout juste 1 an. C'était en septembre dernier. C'était dans le cadre d'un appel à projet qui avait été lancé par l'ARS Nouvelle-Aquitaine, une sorte effectivement d'innovation, d'intégrer un patient partenaire formé, voire diplômé comme moi, à l'intérieur d'une structure médicale. Donc là, moi, je suis au sein de l'Institut, je suis là pour partager mon vécu de patient, mon vécu, mon expérience, aussi bien en tant que patiente, face à la maladie, face au traitement, face au parcours soins, et avec tous les médecins. Alors, et également avec les patients. Vous avez été formée, hein? Oui, moi j'ai été formée, je suis diplômée aussi, j'ai un DU de mission d'accompagnement du parcours patient en cancérologie et formée à l'éducation thérapeutique du patient. À quel moment les patientes ont-elles besoin de vous et comment ça se passe en fait? Vous voyez, à quel moment vous dites ah bah tiens, ce serait pas mal que cette patiente aille voir la patiente partenaire? En fait, qu'est-ce que c'est très utile pour nous? On voit des patientes que, bien sûr, face au diagnostic d'un cancer, face à l'annonce d'un cancer, face à l'annonce de certains types de traitements, les patients se sentent un peu dans le vide, un peu dans l'inconnu. Ils ont vraiment très peur. Ils ont entendu parler de tous les traitements par des autres personnes, mais on sait que pas tous les traitements ont le même impact. Et les patients, bien sûr, font confiance aux soignants, mais de la même façon, nous n'avons pas été dans leur situation. Donc, le fait de pouvoir parler concrètement avec quelqu'un qui a vécu cette situation, qui est dans une position plus proche et qui peut vraiment entendre comment ça sent, donc l'empathie. Exactement. Donc, ça les aide énormément à affronter cette étape qui est difficile et se sent beaucoup mieux accompagnés. Oui, ça libère la parole de pouvoir parler à quelqu'un qui a fait le même parcours qu'elle et qui, même si on vit les choses différemment, dire des choses aussi, voilà, il y a des choses qu'elles abordent avec moi et qu'elles n'osent pas aborder avec le personnel de santé, ni comme avec les... Quel type de par sujet? exemple, les sujets, notamment sur la sexualité ou des effets secondaires sur des traitements qui peuvent provoquer des sécheresses intimes. C'est des questions peut-être un peu plus tabous, entre guillemets, qu'elles n'osent pas forcément aborder avec les oncologues ou les infirmières d'annonce. Et puis ça peut rassurer aussi de partager avec quelqu'un qui vit la même chose, qui a vécu la même chose et qui va comprendre ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit. Voilà. Alors Valériane Monniot, vous êtes également une brillante réalisatrice. Bah si, Merci. je peux dire brillante puisque vous êtes multi-récompensée. Vos films documentaires marchent très bien. Je vous propose de regarder tout de suite justement un court-métrage animé « Promenons-nous sur nos collines ». Nos collines sont petites ou grandes, fermes ou moins fermes. Peu importe à quoi elles ressemblent, ce sont nos collines. Et nous les connaissons bien. C'est pourquoi nous pouvons être les premiers à remarquer un changement. Le cancer du sein touche énormément de femmes, mais aussi des hommes. Et il ne se manifeste pas toujours de la même façon.
Les consultations de gynécologie recommandées aux femmes tous les ans permettent de déceler beaucoup de ces signes. Mais vous pouvez aussi vous promener sur vos collines, observer, toucher et repérer des signes. En plus de vos consultations régulières, si vous remarquez un de ces signes, il est important de consulter un médecin. Une masse au niveau de l'aisselle, une érosion cutanée, un liquide qui s'écoule, une chaleur, une rougeur, un pli, un criblage de petits plis, une peau d'orange, une bosse, une masse épaisse, une grosseur invisible, une veine qui grossit, un changement de taille, de forme, un téton rétracté, un cancer du sein, dépisté tôt, a plus de fortes probabilités d'être soigné. Si vous reconnaissez un de ces signes, alors pas de panique. Ce n'est peut-être rien, mais il est préférable de consulter un médecin. Alors promenons-nous sur nos collines et reconnaissons les signes d'un éventuel cancer du sein. N'oubliez pas les consultations de gynécologie recommandées aux femmes tous les ans et le dépistage organisé à partir de 50 ans. Bravo, Valériane. Merci. Ça me fait plaisir de le voir à l'antenne. Avec ce message important, le dépistage précoce est une clé de la réussite, mais évidemment pas simple à détecter. Si on a un doute, que faire ? Si on a un doute, il faudra consulter un médecin, son médecin généraliste ou un gynécologue ou même une sage-femme qui pourra procéder à un examen clinique avec une palpation des seins et des ganglions. Et il pourra prescrire un bilan d'imagerie, c'est la fameuse mammographie. Et c'est au cours de ce bilan d'imagerie que le médecin radiologue pourra voir s'il existe en effet une anomalie et si celle-ci nécessite un prélèvement biopsique. Une biopsie, c'est le prélèvement d'un petit morceau de tissu mammaire. Il faut imaginer un petit cylindre d'une quinzaine de millimètres et de 1 millimètre de diamètre qui sera ensuite analysé au laboratoire d'anatomie pathologique. J'en profite, comme vous observez de très très près, très régulièrement justement cette maladie. Comment est-ce que vous définiriez le cancer ? Pas facile comme question. En fait, nous, sous notre microscope, on sait reconnaître un organe normal. On sait de quelles cellules il est constitué. Et on sait aussi reconnaître des cellules qui sont anormales. De manière assez simpliste, elles sont souvent agencées d'une manière un peu particulière. Elles sont souvent un petit peu plus grosses. Et elles ont des caractéristiques un peu différentes. Elles vont proliférer, donc elles vont faire une masse qui grossit de plus en plus. Et elles vont devenir immortelles en résistant au système de mort cellulaire. Et donc, comme on le disait, elles vont avoir à leur surface, ces cellules, des marqueurs qu'on va analyser. Et dans le cancer du sein, on analyse principalement les récepteurs hormonaux HER2. Et donc, l'expression de ces marqueurs nous aide également à dire qu'il s'agit d'un cancer. Alors, on parle de beaucoup d'avancées dans les traitements. Est-ce que vous avez connaissance, l'impression qu'il y a en ce moment une forme de révolution thérapeutique ? En tout cas, vous m'avez dit, en préparant cette émission, que le cancer du sein pourrait devenir une maladie chronique telle que le diabète et plus telle qu'on connaît, on envisage, on appréhende cette maladie aujourd'hui. On a eu dernièrement, ces dernières années, des grandes avancées au niveau d'un certain traitement, donc on se félicite. Ces avancées sont bien sûr fruits des années de recherche. Notre idée, en fait, c'est essayer de contrôler la maladie, de tenir que la patiente soit sous traitement avec la maladie qui n'évolue pas, voire qui rétrécit le plus longtemps possible, avec une qualité de vie correcte qui permet donc de continuer avec une vie normale, comme on peut faire avec d'autres maladies, des traitements qui ne soient pas trop toxiques, parce que justement aussi, on essaye d'affiner mieux pour donner des traitements qui soient mieux tolérés par les patientes. Et ce qui était avant un peu anecdotique, de trouver des patientes qui vivaient longtemps avec un cancer bien contrôlé, ça devient de moins en moins anecdotique. Et c'est ça ce qu'on doit se féliciter, c'est grâce à ces nouveaux médicaments qui apparaissent,
On n'est pas encore là, on y travaille. Et nous, bon, bien sûr, on va continuer à pousser pour ce que là, ça arrive. Mais on voit que ça évolue bien, qu'on avance bien. Et c'est pour ça qu'on continue vers le même chemin. Et quelle est la place de la recherche aujourd'hui à l'Institut? On a l'impression que dans cet établissement, tout n'est qu'urgence. Malgré tout, il y a du temps, de l'espace, des moyens pour la recherche. Bien sûr, en fait, la recherche, ça fait partie de façon très importante de la prise en charge d'une patiente. En fait, nous, qu'est-ce qu'on souhaite, c'est pouvoir offrir des nouveaux médicaments, des thérapies qui puissent être innovantes à toutes nos patientes bien avant qu'elles soient disponibles sur le marché, car cela, ça peut prendre des années. Et c'est pour cela qu'on a des équipes spécifiques qui sont dédiées que à la recherche. Et des équipes des médecins, des équipes des infirmières, des personnes qui justement travaillent pour faire avancer la recherche et pour être sûr que toujours on a cette recherche pour offrir à notre patient que cela c'est possible. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé à cette première émission. Notre prochain programme sera dédié à la chimiothérapie, l'annonce, le traitement, les effets secondaires. À très vite.